Donc, tout d'abord, je voudrais souhaiter un bon après-midi à tout un chacun. Et comme l'a indiqué Chimène ce matin, mon sujet, ce sera en fait ce sera cause à effet sur la ligne de réforme. D'accord? Mais pour commencer, on va tout d'abord faire une prière silencieuse. Amen. Donc, comme je viens de le dire, mon sujet sera intitulé cause à effet sur la ligne de réforme. Donc, cette étude, je vais l'axer en fait autour du thème du roi du Nord versus roi du Sud. Et ensemble, nous allons essayer de retracer l'histoire de ce conflit entre ces deux grandes puissances qui sont identifiées dans le verset de Daniel 11, 40. Et comme vous le savez, les versets de Daniel 11, 40 à 45, c'est le message qui a été décelé au début de notre ligne de réforme. Mais pour commencer, je voudrais définir ces deux termes afin que nous puissions vraiment comprendre de quoi nous parlons. Et je voudrais tout d'abord vous poser la question, comment définissez-vous le terme cause, le mot cause? Donc, si vous avez des pensées, des réponses. Les causes. Cause, ça concerne quelque chose qui est à l'origine de l'origine d'un événement. Un événement existe et puis son origine à son événement, c'est ce qu'on appelle la cause. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réponses, d'autres personnes qui veulent apporter d'autres précisions? On peut voir, par exemple, on attrape un accident, c'est la cause, et il y a des effets qui vont suivre. D'accord. La raison pour laquelle? La raison pour laquelle? Oui, c'est un peu vague, mais bon, on peut comprendre un peu. Ce qui produit une cause. Ce qui produit une cause, enfin, on aurait pu dire un effet, puisque c'est la cause qu'on essaye de... Je voulais dire, ce qui produit un effet. Tout à fait. Conséquence. Une conséquence. La conséquence, ce serait plus l'effet. Ce qui influence un résultat? Oui, c'est une bonne réponse. Donc, on va essayer de voir avec... je vais mettre... voilà. Donc, la cause, selon la définition de Larousse, nous dit c'est ce qui produit quelque chose, la raison ou l'origine de quelque chose. Et on prend l'exemple que quelqu'un vient de prendre d'ailleurs, où ils disent les enquêteurs recherchent les causes de l'accident. Et on nous dit qu'il n'y a pas en fait d'effet sans cause. Donc, ici, on comprend que la cause est définie comme l'origine de quelque chose. Et on ajoute en fait que cette chose peut être de nature diverse. Donc, ce que nous comprenons, c'est vraiment ce qu'on peut retenir de la cause, c'est vraiment l'origine. Toute chose a une origine, rien ne se fait de façon Au hasard. Au hasard, voilà. Et maintenant, on va essayer de voir ensemble effet. Comment vous définissez ce mot effet? Effet, le synonyme, ce serait la conséquence. Est-ce que je peux avoir le partage d'écran? C'est vrai que vous ne voyez pas mon PowerPoint. Vous me dites si vous voyez mon PowerPoint. Oui. Oui, c'est bon. Voilà. Donc ici, nous avons... Donc nous étions en train de définir l'effet. Donc, Jean-Michel, tu disais? Un synonyme d'effet, c'est la conséquence. Oui. C'est le résultat. C'est le résultat, oui. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres réponses ou c'est bon? Donc, on va dire aussi que c'est la... Enfin, oui, par exemple, c'est de la douleur. Par exemple, la douleur, ce sera la conséquence, oui, enfin, conséquence de quelque chose qui ne va pas.
D'accord. Oui. C'est Ce sont vrai des, oui, vas-y. on voit sur le côté négatif, mais ça peut être aussi ça peut être le côté positif. Hein. L'annonce d'un bon événement, hein. Par exemple, une femme qui devient enceinte, eh bien, il y aura un bon événement qui arrivera 9 mois après. Hein. D'accord. OK. Donc, j'ai choisi en fait la définition qu'on trouve sur l'internaute.fr où on nous dit que c'est le résultat, l'effet, en fait, c'est le résultat, la conséquence. Ce sont des réponses que vous avez dites qui sont intéressantes. On nous dit c'est ce qui est produit par une cause. Exemple, l'effet du poison est foudroyant. Quand on regarde à cette phrase, c'est quoi l'effet? C'est le poison. La mort. La foudroyant, Oui. ouais, là. Foudroyer, le fruit. Le fait d'être foudroyé. Oui. Ouais. D'accord? Et le poison, en fait, c'est la cause. C'est le fait d'avoir pris ce poison, l'action initiale, il va entraîner le fait d'être foudroyé, on pourrait dire, en fait, comme synonyme, la mort, en fait. C'est ce qui va entraîner la mort. D'accord? Donc, on nous dit que l'effet, c'est ce qui va résulter de la cause. La conclusion de cette chose initiale. D'accord? Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Voilà. Donc, ce qu'on appelle en fait le raisonnement cause à effet, on l'appelle aussi le raisonnement causal. C'est-à-dire, le raisonnement causal part du principe que tout effet, tout fait a une cause et qu'une cause en fait produit des effets. Est-ce que vous m'avez compris? Il est dit que tout fait a une cause et la cause va produire des effets. D'accord? Est-ce qu'on a compris? Oui. D'accord? Et en fait, ce principe de cause à effet, c'est un principe que parfois, et sans être conscient, nous tous nous utilisons en fait dans nos réflexions de tous les jours, nous utilisons. Mais ce qui est nécessaire pour nous de comprendre, c'est que ça doit être un mode de fonctionnement naturel. D'accord? Il nous faut prendre cette habitude de raisonner cause à effet. Parce que ce qu'on peut voir, c'est que quand ce principe est bien établi, et comme utilise à bon escient, c'est une argumentation très puissante et qui va se baser sur une structure logique, cause à effet. Donc, une action qui va produire un effet, un résultat, comme nous venons de le dire. Donc, dans ce deuxième temps, maintenant, nous allons essayer de voir ce principe dans l'inspiration. Donc, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous connaissez des versets où on peut retrouver ce principe de cause à effet? Est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent en tête qui montrent en fait ce principe de cause à effet? Je vous écoute. Alors, je le cherche, mais je m'arrive. Il y a un texte qui dit la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je crois que c'est dans Ecclésiaste. Mais je le recherche, je vais essayer de le trouver. Donc, explique-moi dans ce verset comment tu vois la cause, que tu puisses me montrer en fait la cause et l'effet. Donc, si on reprend ton verset, ce serait quoi la cause? Dans le verset, l'effet, ce serait la malédiction. Et s'il n'y a pas de cause à cette malédiction, voilà, elle n'existe pas. D'accord. Donc, il y a une origine à cette malédiction. Il y a quelque chose qui a entraîné cette malédiction. Oui, c'est un bon exemple. Est-ce que d'autres personnes ont des exemples, des versets? Je dirais la parole. On dit que la parole de Dieu, quand il dit quelque chose, la chose arrive. Quand il parle, la cause, l'effet, c'est la création, c'est un résultat, il y a quelque chose qui se produit. Tout à fait.
Non, Le non, salaire du péché, c'est la mort. Le Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, vas-y, développe, que tu puisses donner la cause et les faits. Ben, les faits, c'est la mort. La cause, c'est le péché. Le péché, tout à fait. Donc, c'est vrai que si on regarde dans la Bible, on en trouvera beaucoup. Ah oui. Énormément de versets où on voit cette relation de cause à effet. D'accord? Et notamment, c'est vrai que vous avez pris le livre de Proverbes de l'Ecclésiaste. Très souvent, dans ces deux livres, ils sont bâtis beaucoup sur cette relation de cause à effet. J'ai pris quelques exemples dans la Bible, notamment Galates 6, le verset 7, où il nous est dit « Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. » Donc ici, nous pouvons voir la cause, c'est le fait d'avoir semé quelque chose. Et l'effet, le résultat, c'est la moisson. Ce qu'on a semé, on va le moissonner. Si on plante des tomates, le résultat, c'est qu'on obtiendra des tomates. D'accord? Des plantes de tomates, on obtiendra des tomates. D'accord? Le deuxième verset que j'ai pris, c'est « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Ici, on peut voir deux exemples de cause à effet. Donc, le cœur joyeux est un bon remède. Donc, si nous regardons à ce verset, quelle serait la cause? La cause, ce serait quoi? Cœur joyeux. Le cœur joyeux. Et l'effet, c'est bon remède. Un bon remède. D'accord? Et dans l'autre partie, nous voyons un esprit abattu dessèche les eaux. La cause de l'esprit abattu va avoir comme effet le fait de dessécher les eaux, la tristesse, la dépression, qu'on peut mettre en lien avec le fait d'avoir les eaux desséchées. D'accord? Maintenant, on va aller dans l'esprit de prophétie et je vous invite à lire cette citation qu'on trouve dans CEPE à la page 320.4. Si quelqu'un veut bien lire cette citation. Dominique, je lis. Vas-y. EPE 320.4. Le Sauveur, dans ses enseignements, a toujours insisté sur la relation de cause à effet. Il s'adresse ainsi aux fidèles de tous les temps. Que votre lumière brille ainsi devant tous les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes. Il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Celui qui a connaissance de la vérité, mais dans la vie n'en exprime pas les principes, en cache la lumière. Mes frères, sortez la lumière de dessus le boisseau, afin de faire connaître les vérités de l'Évangile. Donc, comment comprenez-vous cette citation? Qu'est-ce qu'il est dit ici? Comment vous résumerez en fait cette citation? Je vous écoute. Personne ne veut réagir? J'entends quelqu'un, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut réagir ou c'est un bruit de fond. Notre attitude révèle ce qu'il y a au-dedans de nous. Oui, mais en relation avec, ce dont on parle, la cause et l'effet. Là, je vous ai aidé en soulignant en fait la première phrase. Oui, lumière qui brille et œuvre bonne. Moi, ce que je comprends, oui, vas-y. Moi, ce que je comprends, c'est que pour que l'évangile puisse parvenir aux autres, il faut qu'on le vive, en fait. Il faut que ça se voit dans nos vies, dans nos actes. Oui, tout ça, mais on est dans la relation. Mon sujet, c'est cause à effet. Et dans la première phrase, il nous est parlé de cause à effet. Et moi, je veux sortir, en fait, ce qui est dit dans cette première phrase.
Oui, mais justement, la cause, ce qui va être la cause de l'évangélisation, ce sera le fait qu'on vive l'évangile. Le fait qu'on vive l'évangile, qu'il soit vu dans nos actes, va entraîner le fait que l'évangile va être connu de tous. Oui, d'accord. Moi, je dirais qu'une lumière qui brille montre les bonnes œuvres. D'accord. Mais bon, je vois que non, le point que je voulais faire en regardant à cette citation, c'est de montrer en fait qu'il nous est dit ici que Jésus lui-même employait ce principe de cause à effet. Quand il nous dit le Sauveur dans ses enseignements, a toujours insisté sur la relation de cause à effet. Donc, dans ce texte, nous voyons vraiment que Christ lui-même utilisait ce principe dans son enseignement, parce ce principe est relié à son enseignement. Je ne sais pas si vous le voyez. Et en fait, ça, c'est le point que je veux emmener en fait ici. C'est vrai que vous avez parlé de cause à effet dans le reste du texte. Oui, on peut le voir, mais ce que je veux emmener par cette citation, c'est vraiment que Christ lui-même a enseigné ainsi, d'accord. A enseigné ici, ainsi. D'accord? Et on va prendre une deuxième citation qui va nous conforter dans cette idée. Donc, quelqu'un d'autre, si quelqu'un d'autre peut lire. Nous devons connaître personnellement en quoi consiste le christianisme, ce qu'est la vérité, la foi que nous avons reçue, quelles sont les règles de la Bible. Celles qui nous sont données et qui émanent de la plus haute autorité. Nombreux sont ceux qui croient sans savoir sur quoi repose leur foi, sans fondement suffisant pour en établir la véracité. Si on leur présente une opinion qui s'accorde avec leur idée préconçue, ils sont tout disposés à l'accepter. Ils ne savent pas raisonner selon le principe de cause à effet. Leur foi est dépourvue de fondements sérieux et à l'heure de l'épreuve, ils s'apercevront qu'ils ont construit sur le sable. D'accord. Donc, comme dans l'idée de la première citation, qu'est-ce que vous retirez de cette citation? Qu'est-ce que vous retirez de ce texte? Nous devons pouvoir raisonner selon les principes de cause à effet. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Il est dit ici, en fait, qui est assez important, justement, le fait de pouvoir raisonner selon ce principe. Le fait de ne pas le faire peut avoir des conséquences graves. Oui, tout à fait. Donc, ça a des conséquences graves. Donc, quelles conséquences? Qu'est-ce qu'on voit comme conséquences? Que notre foi est construite sur le sable. Notre foi est construite sur le sable. D'accord? Donc, le fait d'être construit sur le sable, ça veut dire que le fait de ne pas raisonner selon ce principe de cause à effet, la méthodologie que nous allons utiliser, ce que nous allons tirer de notre étude, en fait, ne va pas être un fondement suffisamment solide pour nous permettre de pouvoir résister, d'avoir des convictions fortes basées sur une bonne méthodologie. Ce qui fait que quand nous serons ébranlés, nous ne pourrons pas tenir comme cette maison qui a été bâtie sur le sable. D'accord? Donc, le fait de comprendre, de raisonner selon ce principe de cause à effet, on comprend que c'est bâtir sur une base solide, sur un fondement solide. Et dans ce moment, c'est ce que Dieu essaie de faire justement, c'est de nous permettre de bâtir sur des bases solides. Et ce principe, c'est un des moyens, c'est la méthodologie qu'il utilise pour accomplir cette œuvre. D'accord? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Oui. D'accord. Donc maintenant, on va voir que le raisonnement de cause à effet est un aspect important de l'enseignement en parabole. Alors, comme nous l'avons déjà étudié et vu auparavant,
l'enseignement de Christ était basé sur la méthodologie de la parabole. Et d'ailleurs, nous pouvons prendre le texte de Matthieu 13, 35, où nous voyons en fait Matthieu, l'évangile de Matthieu, qui va montrer en fait que Christ, en utilisant la parabole, était en train d'accomplir la prophétie qu'Asaph, dans le psaume 78, avait prononcée. D'accord? Et quand nous regardons à certaines paraboles, notamment celui que nous venons de prendre, le sage et le fou, nous pouvons voir cette relation de cause à effet. Nous pouvons aussi voir dans la parabole, si on prend un autre exemple de parabole, la parabole du levain, qu'on retrouve dans Matthieu 13, on peut voir encore une relation de cause à effet dans cette parabole. Donc, très souvent dans les paraboles, nous allons retrouver cette relation de cause à effet. Est-ce que vous voyez la relation de cause à effet dans la parabole du levain? Pas de réponse? Donc, du coup, dans la parabole du levain, nous pouvons voir que c'est le fait d'avoir ajouté du levain dans la pâte qui va produire le gonflement de la pâte. Donc, nous avons la cause, c'est l'introduction du levain. L'effet, c'est le gonflement de la pâte. D'accord? Nous pouvons voir, en fait, dans ces histoires, des relations de cause à effet. Donc, notre ligne de réforme, en fait, que nous pouvons appeler aussi une parabole, la ligne de réforme que nous pouvons dire aussi que c'est une parabole, raconte toujours une histoire. Et on peut même dire que la ligne de réforme, en fait, c'est une histoire. Et cet enseignement en parabole va nous amener à comprendre que lorsque nous regardons une histoire, il nous faut relier les événements entre eux. Parce que le fait de relier ces événements, ça va nous permettre d'avoir une meilleure compréhension de l'histoire. Et ainsi, quand nous allons faire nos applications, nous pourrons avoir des applications fiables de la prophétie. D'accord? Et ce que nous allons voir aussi, c'est que les événements que nous allons placer sur cette ligne de réforme ne se produisent pas de façon hasardeuse, comme nous l'avons dit. Nous allons voir qu'au départ, il y a une origine, et que cette origine, qui est la cause, va produire des effets. Et nous, en tant qu'étudiants, justement, nous devons apprendre à réfléchir de cause à effet et non plus faire des applications isolées et que nous allons appliquer à une balise. Cela, en fait, va être contraire à tout ce que nous avons appris dans ce mouvement depuis un certain temps. D'accord? Et on va mettre un diapo pour illustrer en fait ce que je viens de dire. En fait, quand on va construire une histoire, il nous faut pouvoir justement relier les balises entre elles. À chaque événement, il faut qu'il puisse avoir un lien connecteur. D'accord? Oui. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Oui. D'accord. Et en fait, ce que nous avons compris, c'est que la méthodologie de l'enseignement en parabole, cela nous a permis de corriger un certain nombre d'erreurs que nous commettions dans l'application de la prophétie. Et l'erreur que nous commettions auparavant, une des erreurs que nous commettions auparavant, c'est que nous prenions parfois des éléments de la prophétie et que nous l'amenions directement sur notre ligne de réforme et nous faisions des applications qui allaient dans le sens de notre vision erronée en fait de la fin des temps, sans prendre en fait sans prendre en compte l'histoire dans son ensemble. Et ce qu'on comprend, c'est qu'en remontant à la genèse d'une histoire, on peut recontextualiser cette histoire et ainsi pouvoir retracer cette histoire en raisonnant
de cause à effet. C'est vrai que j'ai parlé un peu vite, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Est-ce qu'il faut que je reprenne? Oui. Donc, je vais reprendre. Donc, ce que j'ai dit, en fait, c'est qu'auparavant, le fait que nous n'ayons pas, en fait, cette compréhension de cause à effet, quand nous faisions certaines applications, nous avons pris, quand nous faisions quelques applications, nous avons, en fait, pris, en fait, des éléments que nous avons appliqués parfois à des balises, mais sans que nous, en fait, sans avoir cette idée de lier, cette compréhension de lier les balises entre elles. Si je prends un exemple, peut-être qu'avec un exemple, ce sera plus simple pour vous de comprendre. Si on prend l'exemple de raffia, d'accord? Quand nous avons découvert raffia, nous avons déduit que raffia, ce serait une guerre chaude. Une guerre chaude qui opposerait en fait le roi du Sud et le roi du Nord. D'accord? Mais justement, c'est l'étude en parabole, la méthodologie de la parabole qui va nous permettre de reconsidérer cette approche. Et en remontant en fait cette histoire, le fil de cette histoire, nous allons prendre conscience que dans cette histoire, attendez, il y avait en fait l'utilisation de nouveaux modes de guerre. D'accord? Et notamment, c'est dans cette histoire de l'Empire grec, on va voir en fait que la bataille avec des éléphants de guerre avait pris place dans cette histoire. Ce qui était différent de ce qui se passait auparavant, où c'était que des hommes armés. Mais dans ces batailles, au niveau de l'Empire grec, on va avoir l'introduction d'éléphants de guerre. Et c'est là maintenant qu'on va comprendre en fait que dans notre histoire aussi, quand nous venons faire l'application dans notre histoire, nous devons avoir aussi un nouveau mode de guerre. Et ce nouveau mode de guerre, en fait, c'est la guerre d'information. Vous allez découvrir que c'est la guerre d'information. Parce que nous allons pouvoir retracer, en fait, cette guerre d'information sur notre ligne de réforme. Tout comme quand on regarde dans l'histoire de l'Empire grec, de ces batailles, on peut retracer cette guerre d'éléphants dans cette histoire. Est-ce que je me suis mieux fait comprendre? S'il y a un souci, vous le dites. En fin de compte, ce que je comprends, ce que tu dis, c'est avec les guerres, c'est que, par exemple, dans notre histoire, tu peux descendre ta diapo, s'il te plaît, on ne voit pas bien. Voilà. Voilà, attends, monte encore, voilà. Dans notre histoire, disons l'événement 3, on va dire l'événement 4 pour nous qui était raffia. On ne peut pas dire subitement que c'est une guerre chaude, d'accord, entre le roi du Nord et le roi du Sud, si en amont, à l'événement 1, on n'a pas identifié aussi qu'il y avait donc en 1989 une guerre chaude, donc avec des armes, entre le roi du Sud et le roi du Nord. Et le roi du Nord, tout à fait. Donc, en fin de compte, depuis l'événement 1, pour nous, 1989, si on dit que c'est une guerre chaude entre le roi du Sud et le roi du Nord, événement 1, on doit le voir, événement 2, on doit voir les armes, événement 3, on doit voir les armes, événement 4, on doit le voir, jusqu'à l'événement 5. Sauf que quand on remonte dans notre histoire en 89, le roi du Sud et le roi du Nord, ils s'affrontent par guerre de procuration, déjà, une sphère d'influence, et il n'y a pas ce conflit d'armement entre eux, ils ne se battent pas. On ne voit pas les troupes russes et les troupes américaines qui se battent soit sur le territoire russe ou américain avec des armes. Donc, si on dit que c'est une guerre froide, de l'événement 1 jusqu'à la fin, on doit relier toute cette histoire. C'est ce que tu veux dire? Voilà, tout à fait. Justement, sur la prochaine diapo, le prochain diapo dit, nous avons, voilà, j'ai relevé en fait ce que tu viens de dire en fait. Quand nous regardons, j'ai mis quelques batailles qui s'est produit dans cette histoire grecque, où nous allons voir qu'en fait, Ipsos, quand nous marquons Ipsos, c'était une guerre avec des éléphants. Nous allons voir Héraclée aussi, tout comme Asculum, tout comme Beneventum. Dans notre histoire, en mettant notre histoire en parallèle, nous allons voir que c'est une guerre d'information.
avec l'utilisation des outils d'Internet et tout. D'accord? Nous allons voir que la guerre maintenant ne se fait plus de façon armée, en fait du moins pas seulement, mais plus particulièrement aujourd'hui entre ces deux grandes puissances, que sont la Russie et les États-Unis qui représentent le roi du Nord, le roi du Sud et le roi du Nord. Cette guerre, c'est une guerre d'information. C'est pas une guerre qui se fait avec des armes, voilà, des armes physiques. Donc, j'espère que ce diapo vous permet de mieux comprendre l'idée que j'ai introduite tout à l'heure et que Chimène a appuyé. Donc, on ne peut pas dire que s'il n'y avait pas de guerre d'éléphants ici, et d'un coup, au plein milieu de notre ligne, nous voyons l'apparition d'un éléphant. Donc, nous ne pouvons pas avoir ainsi, si nous réfléchissons comme cela, en fait, on ne peut pas faire de lien, de connexion entre les balises. Ok. D'accord? Il nous faut pouvoir faire ce lien de connexion, d'accord, pour pouvoir avoir de la certitude dans notre méthodologie et dans notre compréhension de cette histoire. Okay. Donc, une des choses aussi importantes, c'est le thème. D'ailleurs, on le voit un peu dans ce qu'on vient de dire aussi. Le thème, en fait, c'est lorsque nous plaçons en fait une histoire sur notre ligne de réforme, il est nécessaire pour nous de suivre un thème, afin que, en fait, justement, notre ligne ait une cohérence. Et en fait, le thème, c'est l'élément autour duquel va graviter notre histoire. On va voir qu'il sera présent, ce thème il sera présent de façon explicite ou implicite à chacune des balises de la ligne. Et le fait d'avoir ce thème, ça va nous permettre vraiment de pouvoir établir la relation de cause à effet entre chaque événement. Donc, est-ce que vous avez compris? Oui, et en plus, c'est super important de comprendre ce principe dans la méthodologie parce que ça va vraiment nous aider dans nos conclusions. Parce que la ligne de réforme, comme tu l'as écrit dans ta diapo, c'est vraiment une histoire. Et si on voit justement qu'on ne peut pas relier les balises entre elles, c'est que quelque part, il y a un lien qu'on a loupé ou qu'on a mal compris. Donc, c'est vraiment une notion qu'il nous faut bien comprendre quand on fait une étude pour pouvoir relier entre elles les balises et avoir une histoire de A à Z, quoi. Tout à fait. Mais Jean-Marie, oui, vas-y. La ligne telle que tu la mets là, donc de 2016 à 2021, on est d'accord que c'est une portion d'une ligne de réforme. Oui, c'est une portion. C'était juste pour mettre en exemple, pour que vous compreniez. On pourrait remonter en fait cette ligne et voir la guerre d'information, et même dans l'histoire grecque, on pourrait voir la guerre des éléphants bien avant. C'était ça la question. Est-ce qu'on la voit tout au long de la ligne pour tout à fait. Faire une portion, il faut vraiment que ça soit… Voilà, je ne veux pas plus faire la ligne en entier. Okay. Voilà. Donc, j'ai pris une portion avec des trucs qui vous parlent, que vous avez déjà entendu dans le mouvement, afin de comprendre mon point de vue et mon point en fait. D'accord? Et c'est une chose aussi qui est intéressante à comprendre aussi, c'est que quand nous relions une histoire, il nous faut ne pas nous embarrasser d'éléments futiles. Si on prend l'exemple de la parabole du sage et du fou qu'on a vu précédemment, nous allons voir que quand Christ va raconter cette histoire, il ne va pas en fait faire mention de choses futiles en fait, comme on pourrait dire en fait la couleur de la maison, sa forme et tout en fait. Christ va prendre en fait des éléments qui va permettre qu'on puisse relier en fait la cause et l'effet, afin en fait de ne pas parasiter en fait la compréhension de ses auditeurs.
Et on va voir qu'en fait, les éléments qu'il apporte dans cette histoire vont nous permettre justement de pouvoir relier la cause et l'effet. Tout au long de l'histoire, nous allons comprendre, voilà, le fait que la maison du fou a été bâtie sur le sable va entraîner une fin tragique avec le fait que cette maison soit balayée. D'accord? Donc, il n'y a pas d'élément parasite qui est ajouté à cette histoire. Donc, comme pour notre ligne, il ne faut pas qu'il y ait d'éléments parasites à une balise, qu'on ne puisse pas en fait retracer l'histoire que nous avons initiée au départ. Si je prends l'exemple qu'on a toujours ici, si à Aesop, on a l'éléphant et la clé, on ne la voit pas, il y a un problème. D'accord? Ce sera un élément parasite et ça montre en fait que dans la méthodologie, il y a un souci, il y a un problème. Et d'ailleurs, nous allons essayer de voir justement, on va essayer de retracer pour mieux comprendre l'histoire de la guerre d'information. Donc, nous allons voir que, quand nous regardons à cette ligne, que cette guerre d'information, son origine, ce qui va entraîner cette guerre d'information, comme nous le comprenons aujourd'hui, c'est avec l'invention d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, comme on a dit, maintenant la guerre, elle ne se fait plus physiquement entre le roi du Nord et le roi du Sud. C'est une guerre d'information. Et en fait, l'invention d'Internet va être un élément qui va permettre d'amplifier cette guerre d'information, parce que cette guerre d'information, avant, elle se passait sous forme de propagande, les journaux et tout. Mais l'invention d'Internet va être déterminante, ce qui va permettre, en 91, ce qui va être la cause, ici nous avons la cause de l'invention d'Internet, nous avons l'effet avec la création et la publication du www. En fait, nous comprenons que le www va permettre, en fait, à tout un chacun de pouvoir naviguer sur le net, chose qui n'était pas possible auparavant. L'utilisation d'Internet était réservée à des personnes, comment dire ça, des professionnels, des personnes... l'armée américaine. Voilà, l'armée et tout ça. Et avec la création du www, en fait, ça va démocratiser, si vous voulez, en fait, l'utilisation d'Internet. Et chacun d'entre nous, aujourd'hui, nous pouvons utiliser Internet. Après, nous pouvons voir en 2001, l'utilisation avec le Patriot Act, on va voir en fait que Internet va permettre de pouvoir surveiller en fait les citoyens américains suite aux attentats du 11 septembre. Nous allons voir que Internet va pouvoir vraiment mettre chaque citoyen sous surveillance. Et nous voyons en fait en 2014 un autre effet avec Cambridge Analytica où des données de personnes vont être récupérées pour pouvoir influencer influencer leur façon de penser, leur opinion. Et 2016, quand nous arrivons en 2016, à l'élection présidentielle, nous savons que la Russie a interféré dans ces élections justement en piratant des comptes et envoyant en fait des mails avec, si vous voulez, en fait, des théories de conspiration, notamment le fait de parler d'Hillary Clinton en peignant Hillary Clinton comme un personnage maléfique et complotiste, ce qui va influencer les élections américaines. Donc, nous voyons Internet tout au long de cette histoire. Et aujourd'hui, nous pouvons voir dans notre histoire, dans ces théories de conspiration qui fleurissent sur Internet,
et qui influence toujours, en fait, les esprits. Voilà. En gros, nous pouvons, en fait, retracer cette guerre d'information tout au long de notre ligne de réforme. Donc, ce que nous allons voir aussi, c'est la nature, c'est le fait qu'il nous faille comprendre bien, en fait, la nature des balises. En fait, c'est-à-dire, en fait, avoir une compréhension beaucoup plus pointue d'une balise. Parce qu'une balise, en fait, peut être définie par plusieurs événements. Et selon le thème que nous allons aborder, il nous est nécessaire, en fait, d'identifier la balise différemment. C'est-à-dire, soit par l'année, soit par la date, ou encore par un terme. On va essayer de prendre un exemple pour que ça soit peut-être mieux compris. Voilà. Donc, si je vous demande, si on marque à la balise de 2019 le terme temps de la fin, à quoi cela va faire référence selon vous? De quoi vous allez en fait parler au niveau de cette balise? Reprends la question, s'il te plaît, je n'ai pas entendu. À la balise de 2019, vous marquez en fait le temps de la fin. À quoi allez-vous faire référence sur votre ligne de réforme? À quoi faites-vous référence en fait? Sur le plan événement, on parlerait de la chute des 2 tours. Si j'ai bien compris la question. 2019, hein, 2019. Je ne suis pas au 11 septembre, je suis pas en 2000. Oui, 9 septembre. Je vais peut-être dire une bêtise, mais bon, on pourrait penser ténèbres dans la mesure où il y a des choses qu'on n'a pas compris. Oui, mais ce n'est pas ce vraiment que je montrais. Alors, c'est une dispensation, c'est une nouvelle dispensation, là, en fait. Il y en a une qui se termine et une qui commence. Oui, il y a une nouvelle dispensation, mais qu'est-ce qu'on va parler, justement, tu voulais, en fait, en parlant de dispensation, on va parler, en fait, de quoi, en fait? Alors, moi, ce que je comprends, c'est Pascal. Alors, si tu mets TDF en novembre 2019, je pense que tu parles de la dispensation des Nétiniens. Je ne sais pas. Non, ce n'est pas ce point-là que je veux faire, en fait. Alors, Jean-Marie, moi, je pense peut-être que ce que tu veux dire, c'est qu'en fait, il y a un nouveau message qui va être décelé, en fait, dans cette dispensation-là. Voilà, et on va parler, en fait, de schéma répétitif, on va parler de message décelé, un message qui va avoir un accroissement de la connaissance, une formalisation et qui va se terminer avec un test. Donc, on comprend que si on nomme cette balise de 2019 TDM, on va parler d'une dispensation et on va présenter en fait le schéma répétitif. D'accord? Si on nomme cette balise RAFIA, nous savons que nous allons parler en fait de guerre de procuration, de sphère d'influence, de conflit entre le roi du Nord et le roi du Sud. Est-ce que vous comprenez? Tu peux refaire ton lien, s'il te plaît, de la nature des balises? Je n'ai pas bien compris ta transition. Je disais que pour la nature des balises, il est important pour nous d'avoir une compréhension plus pointue pour l'utilisation que nous allons faire sur notre ligne de réforme, selon ce que nous allons mettre sur la ligne de réforme, soit la date ou l'année ou le terme que nous allons employer pour cette balise. Il faut qu'elle... Comment dire ça? Non, c'est-à-dire que je voulais te demander quelle était ta transition, je n'ai pas bien compris, entre comment tu as fait ta transition entre ce que tu nous montrais tout à l'heure, relier les balises et la nature. Là. Justement, je vais la faire tout à l'heure. Ok, j'attends alors. Voilà.
Mais en fait, Jean-Marie, si je comprends bien, la nature des balises va dépendre du thème qu'on veut présenter sur la ligne. Tout à fait. La nature de la balise, la manière dont tu vas nommer à cette balise va être en relation avec le thème que tu abordes. Parce que si on prend l'exemple, si en 2019, si on regarde à cette dispensation dans laquelle nous sommes, si tu marques Raffia sur ta ligne, tu ne pourras pas mettre seconde venue. Parce qu'en fait, il n'y aura pas de lien connecteur entre le fait de marquer Raffia en 2019 et de marquer seconde venue sur la balise suivante. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Si on met Raffia à 2019, on marque cette balise comme étant Raffia, la balise suivante, il nous faut l'identifier comme étant Panium. D'accord? Il faut que ça garde les mêmes caractéristiques, en fait. Voilà, il faut qu'on soit précis. Parce que Raffia, c'est une guerre, c'est ce que tu veux nous dire. Voilà, Raffia, c'est une guerre. Aussi. Voilà, donc Panium aussi, c'est une guerre. Et c'est comme ça que nous pouvons, en fait, justement, relier les balises entre elles et pouvoir continuer à raisonner de façon de cause à effet. Il ne faut pas, en fait, mélanger les termes selon ce qu'on nous allons montrer. D'accord? Parce que le problème qui se pose, évidemment, je vais vous la poser, si on intègre un sujet et on montre deux balises qui ne sont pas cohérentes à chaque extrémité, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'on essaye de faire, en fait? Tu peux reposer ta question? Si, en fait, dans cette dispensation, on essaie d'intégrer un sujet, mais en 2019, on marque Raffia, et en 2021, on va marquer seconde venue. On va les mélanger, on ne va pas les superposer. On va mélanger deux thèmes. Deux thèmes. Oui, on va mélanger, mais surtout qu'on va, en fait, ça veut dire qu'on essaie de forcer, comment dire ça, de forcer notre sujet à, comment dire ça. Et en fait, il n'y aura pas, si tu veux, de lien, de fil conducteur, comme ce que tu as montré précédemment, en fait. Voilà, et on va forcer une application, en fait, d'un sujet qu'on veut amener, en fait. J'ai pris un sujet et je veux le faire entrer dans cette dispensation. Et je vais forcer de façon à ce que je puisse faire mon point, mais en gardant Raffia seconde venue. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, ça va en fait démontrer en fait l'incohérence de notre méthodologie. Parce que le sujet qu'on va prendre, on va prendre Raffia, on va parler de Raffia parce que ça va nous arranger, et seconde venue parce que ça va nous arranger dans un certain sens. Et en fait, le fait de mettre ces deux balises qui parlent de deux histoires différentes, en fait, ça va montrer en fait que notre méthodologie n'a pas de cohérence. J'ai une question quand même. Oui. Admettons que tu mettes à ce point-là la FTG. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en 2021 alors? Tu mets la FTG en 2021? Non, si tu mets la FTG, par exemple, le 9-11-2019, qu'est-ce qui s'alignerait en 2021? Mais ce serait la seconde venue. Voilà, donc ça veut dire que la TDF et la FTG pourraient être en fait additionnées. Pas additionnées, superposées. Mais parce plus que là, il est sur deux superposées, schémas. oui. C'est ce qu'il nous a dit. Hein, je te laisse la main. Tu nous disais qu'on était sur deux schémas. Je te laisse la main. Donc, je n'ai pas bien compris, en fait. Ma question. Vas-y, reprends. Admettons que, bon, à la place de TDF, temps de la fin, puisque on sait bien que c'est un temps de la fin, tu as expliqué, on met maintenant FTG. Donc, pour que ça soit aligné, pour que ça soit cohérent, par exemple, comme Raffia et Panium, TDF et des secondes venues, donc, fin du temps de grâce, ça alignerait avec quoi? Tu mettrais quoi, par exemple, en 2021? En 2021, je mettrais, en fait, seconde venue, mais sachant que là, je vais parler, en fait, de la moisson, où vous parlez du temps de trouble de Jacob. Tandis que si je mettais TDF au 9 novembre 2019,
Je suis en train de parler du schéma répétitif. Oui. D'accord? Donc, je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, j'essaye de te suivre. J'essaye de te Tu peux suivre. expliquer peut-être pour les personnes qui ne sont pas là, c'est quoi le schéma répétitif? Et Le comme schéma ça, on va répétitif, peut-être… le schéma répétitif consiste à avoir le décèlement d'un message qui va avoir un accroissement de la connaissance, qui va être formalisé, et nous marquons à la formalisation un test, et qui va aboutir à la porte fermée. Et très souvent, nous nommons ces balises aussi Boston, Concorde, etc. Et la porte fermée sur la dernière balise. Je ne sais pas si tu m'as compris. Et ça va montrer en fait le gonflement d'un message qui va avoir un effet. Et cet effet, en fait, c'est de tester en fait. Et là tu mettras en fait FTG, non TDF, dis-je, TDF, et tu peux mettre seconde venue. D'accord. Donc, en fait, à la oui. Ouais, vas-y. Donc, à la balise du 9-11, en fait, on peut trouver encore un titre en plus comme FTG, ainsi qu'en 2021, on peut également mettre, on peut aussi mettre FTG, je pense. En 2021, j'ai pas bien compris ton point de vue. Oui, parce qu'au départ, c'est vrai que bon, nous, je pense que tout le monde a un petit peu été surpris que tu aies mis TDF. Bon, tu l'as expliqué, on a très bien compris. Et mais on sait que le 9-11, par exemple, c'est la FTG pour les prêtres. D'accord? Donc, admettons qu'on mette FTG à ce point-là, pour que ça soit cohérent, pour que ça garde les mêmes caractéristiques, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en fait en 2021 qui corresponde à la FTG en 2019? Bon, mais si ma question est un petit peu compliquée, tu continues et puis après. Jean-Marie, oui. D'après ce que je comprends, sur la diapo que tu nous montres là, la nature des balises, tu as mis le 9 novembre 2019 et 2021, et tout ce que tu as mis en dessous, on va dire que ce sont des exemples. Des exemples, oui. D'accord? Ce n'est pas la réalité, en fait, ce qu'il a mis. Enfin, c'est juste une illustration que Jean-Marie veut nous faire. Et il nous dit, par exemple, que si jamais au 9 novembre, on met le temps de la fin, la balise qui suit, qui est 2021, ça ne peut pas être Panium sur le même niveau, mais on doit forcément mettre seconde venue, seconde venue ou une autre balise, hein, d'ailleurs que seconde venue. On peut mettre par exemple le temps de la fin. On pourrait mettre le temps de la fin là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui est en vert, c'est en lien avec, la ligne des 144 000 en fait, qui nous donne le modèle du temps de la fin, de la FTG et de la seconde venue. C'est ça le modèle. Alors que ce qui est en rouge, c'est en lien avec les guerres, Raffia, Panium. Donc, ce n'est pas le même thème. C'est pas le même thème. Le fait de changer de couleur nous montre que le thème a changé, mais on ne peut pas avoir un vert, temps de la fin en vert, et en face du temps de la fin, quelque chose en rouge, Panium, parce que on va ainsi mélanger les thèmes et du coup, il y aura de l'incohérence dans notre message. Voilà. Et c'est ça l'idée ou pas? Voilà. Sans entrer dans les subtilités, c'est justement c'est ça que je voulais montrer en fait. On ne peut pas en fait, comme tu l'as dit Muriel, si on prend le thème de la fin et mettre Panium, il nous faut rester cohérent dans le thème que nous suivons en fait. Mais après, pour répondre à la question aussi de David, ce dont il parlait, c'est un chevauchement des lignes. Donc, et ce n'est pas ce que tu es en train de nous montrer, David. Donc, David, toi, tu disais après, qu'est-ce qu'on peut mettre? Donc, à ce moment-là, si tu mets TDF à 2021, comme tu as dit, là, tu rentres dans une autre ligne et tu superposes la ligne des prêtres avec la ligne des Lévites ou celle des Nétiniens. Donc, on est dans un autre cas de figure. OK. OK. Donc,
On va continuer. Donc, comme je l'ai annoncé au départ de ma présentation, mon thème va être le roi du Jean-Marie, Nord. je voulais juste terminer un truc. Tu as mis TDF en vert seconde venue. J'aurais mis FTG. Mais après, par rapport au schéma répétitif que tu as mentionné en amont. D'accord. Si tu laisses TDF, moi, tu vois, j'aurais mis FTG seconde venue ou bien TDF FTG selon le schéma répétitif. Oui, c'est vrai. Oui. Ça aurait été peut-être plus simple, oui. D'accord. Parce que tu n'as fait que mentionner le schéma répétitif pour qu'on puisse bien te suivre. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais si tu n'avais pas mentionné le schéma répétitif, on aurait pu rester comme ça parce que ce sont juste des exemples. C'est parce que tu as mentionné le schéma répétitif. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc, on va continuer, comme je l'ai dit. Donc, comme je l'ai dit, en fait, mon thème sera en fait de suivre en fait ce conflit, roi du Nord, roi du Sud. Et nous allons essayer justement de suivre, de retracer ce conflit en raisonnant de cause à effet. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais en fait rappeler l'importance pour nous de considérer en fait les événements externes. D'autant plus que, comme on le sait, notre ligne de réforme, d'autant plus que, comme on le sait, en fait, Daniel 11, 40 à 45 nous parle de conflits existants entre les puissances de ce monde. Et une chose que l'ancienne Thèse a dit qui était assez intéressant et que j'ai voulu en fait reprendre, en fait, elle nous dit en fait que l'un des subterfuges les plus efficaces de Satan, c'est de nous encourager à nous focaliser que sur l'inspiration et de nous couper en fait des événements externes. Parce qu'en fait, les événements externes, ce sont en fait des marqueurs de la prophétie. Sans ces événements externes, il ne nous est pas possible en fait de nous situer dans l'histoire de ce monde. Et notamment ce conflit opposant le roi du Nord et le roi du Sud ouvre en fait notre temps de la fin. D'accord? Donc, du coup, ma question première, ce sera en fait, dans notre histoire de l'Israël moderne, à quel moment marquons-nous pour la première fois un événement montrant une interaction entre le roi du Nord et le roi du Sud? Et quel texte biblique y fait référence? On l'a dit un peu, je l'ai dit tout à l'heure un peu, donc je vous écoute. Faut que je reprenne la question? Oui, s'il te plaît. Donc j'ai dit, dans l'histoire de l'Israël moderne, à quel moment marquons-nous pour la première fois un événement montrant une interaction entre le roi du Nord et le roi du Sud? Et quel texte biblique y fait référence? 1798. Oui, tout à fait. Et le texte biblique qui va avec? Daniel 11. Daniel 11, verset 40. Ah. D'accord. Et là, ma question suivante serait, que nous apprend ce verset sur ce conflit opposant les deux protagonistes? Que nous apprend ce verset? C'est une question simple. Des choses qu'on a vues et revues. Donc, pour répondre, en fait, nous savons en fait que dans ce verset, il nous est parlé en fait du roi du Sud qui inflige une blessure mortelle au roi du Nord, selon la compréhension que nous avons de ce verset. D'accord? On nous dit que le roi du Sud se heurte contre le roi du Nord, et nous savons que l'application que nous faisons de ce verset, c'est la blessure mortelle qui est infligée à la papauté. Et nous marquons cette blessure mortelle, comme vous l'avez dit, en 1798. Mais pour comprendre en fait la cause de cet événement, il nous faut remonter dans l'histoire. Et comme nous l'avons dit auparavant, un événement n'arrive pas sans qu'il y ait une cause. Et pour retrouver cette cause, il nous faut remonter à l'histoire de la Révolution française. Donc, on va prendre la diapo.
Voilà. Et on va essayer de remonter jusqu'à la cause initiale. Donc, nous avons dit qu'en 1798, la papauté reçoit une blessure mortelle. Mais quand on remonte à l'origine, on marque la date de 1789 avec le début de la Révolution française. Ma question serait pourquoi partir de la Révolution française? Je vous écoute. C'est quoi le lien entre l'effet qui est la blessure mortelle avec la Révolution française? C'est la cause qui va produire l'effet. Oui, mais qu'est-ce qui se passe dans la Révolution française qui fait qu'on arrive à ce point? C'est quoi le point? Est-ce que tu veux dire que c'est à partir de la Révolution française que la France devient le roi du Sud? Oui, elle devient le roi du Sud. Tout à fait. Et qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe pour qu'elle devienne le roi du Sud? Il y a une révolte contre l'autorité de l'Église catholique. Il y a un rejet du peuple, de la monarchie et de l'Église, en fait. D'accord? Et ça, le fait qu'il y ait ce rejet, ça va produire une séparation. Et à partir de là, maintenant, nous pouvons remonter, construire, en fait, notre histoire. Et c'est vrai qu'on ne va pas prendre toutes les dates, tous les événements, mais on va essayer de marquer quelques événements importants de cette histoire qui va nous permettre de reconstruire le fil. Donc, comme nous l'avons dit, en 89, il y a cette séparation, ce rejet du peuple, de la monarchie et de l'Église. D'accord? Ce qui fait que quand on arrive en 1791, le peuple français, ils mettent fin, en fait, justement, au niveau des hommes politiques, ils mettent fin à cette relation diplomatique qu'il y avait entre la France et la papauté, avec les États pontificaux, avec la papauté. Donc c'est une séparation en fait de l'Église et de l'État. Oui, tout à fait. La France devient laïque. On voit cette séparation, le rejet de l'Église. Donc, ceux qui ont pris le pouvoir, maintenant, rejettent l'Église. Et en 91, ils marquent la fin, ils mettent fin à ces relations diplomatiques qu'ils avaient avec la papauté. D'accord? La fin de cette relation diplomatique, on va voir que ça va produire aussi des effets. Puisque, arrivé en 96, nous allons avoir une bataille lors de la campagne d'Italie de Napoléon, où le 12 juin 1796, l'armée française va entrer dans les États pontificaux. Donc, nous voyons une bataille, nous voyons que la France entre en guerre contre la papauté. D'accord? Et ce qui fait que, quand on arrive en 1798, le 19 février 1798, nous avons le général Berthier, qui, sous l'ordre de Napoléon, va emmener le pape Pie VI, va en fait arrêter le pape Pie VI. Il va y avoir l'arrestation du pape Pie VI par le général Berthier. D'accord? Et j'ai rajouté, en 99, nous avons la mort du pape Pie VI en exil dans la ville de Valence. D'accord? Il est mort en captivité. Donc, nous pouvons, en fait, en regardant à ce schéma, à cette ligne, voir, en fait, cette relation de cause à effet. Nous allons voir que les événements vont se produire, mais qui sont tous, il y a toujours un lien, il y a un lien entre chaque événement. Nous avons cette relation de cause à effet. On a la cause initiale qui va produire un effet final, mais on peut voir aussi cette relation de cause et effet entre chaque balise. Je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce que vous le comprenez? Donc, ça montre que quand on arrive à 1798, ce n'est pas quelque chose qui s'est produit de façon hasardeuse, soudain, voilà, sans raison. Il y a eu toute une évolution. Oui, alors,
je voulais ajouter, en fait, c'est un peu comme la droite évangélique. Donc, c'est tout un processus qui a commencé depuis la majorité morale et on voit maintenant que la droite évangélique a en fait pris une bonne part dans le système américain. Tout à fait. En fait, ce qu'on voit, en fait, c'est que c'est un principe, le principe de cause à effet, c'est un principe que nous retrouvons partout, en fait, autour de nous. Et quand nous regardons, quel que soit le sujet que nous allons aborder, il nous faut retrouver ce principe de cause à effet. Il n'y a rien qui se passe, et notamment ce matin, Chimène en a parlé, en montrant que en parlant du sujet de l'esclavage, de la loi du dimanche, il faut qu'il y ait en fait en amont, il faut que nous voyions en amont en fait des événements pour pouvoir arriver à une situation donnée. D'accord? Yes. Maintenant, je voudrais vous amener sur une autre ligne, celle qui nous concerne. Il reste 15 minutes. Hein? D'accord. Celle qui va concerner notre temps de la fin à nous. Voilà. Comme on l'a vu là, par contre, quand nous arrivons, quand nous étudions en fait la partie B de Daniel 11:40, nous savons qu'il est parlé de la revanche. Et même quand on regarde au verset 40 de Daniel 11, on peut voir une relation de cause à effet. Parce qu'on va voir le roi du Sud qui attaque le roi du Nord et qu'il va y avoir, à cause de cela, il y aura une réaction du roi du Nord. On peut voir en fait, même dans la construction de ce verset, une relation de cause à effet. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais quand on regarde le verset en lui-même, on peut voir cette relation de cause à effet. Est-ce que vous êtes d'accord? Vous êtes là? Je n'entends pas de réaction. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on peut voir cette relation de cause à effet? Oui, bien sûr. Tout à fait. Oui, puisque le fait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on ait les deux blocs USA et URSS, donc du coup, la cause, c'est le pacte de Varsovie. Non, mais attends, je ne suis pas encore dans le développement de cette ligne. Je disais juste, en regardant juste au verset de Daniel 11:40, on peut voir ce principe de cause à effet. Donc, on voit une action du roi du Sud contre le roi du Nord, et on va voir, dans la deuxième partie, une réponse du roi du Nord à cette action du roi du Sud. C'est juste sur la construction, sur la façon dont est formé ce verset. D'accord? Et juste pour dire, et là maintenant, on va parler justement de notre ligne, en disant que 89 marque cette période, marque le temps de la fin pour notre ligne de réforme à nous qui sommes l'Oméga de l'Israël moderne. D'accord? Donc, si on remonte à l'origine de cet événement, comme nous savons, le 89 est la blessure que reçoit le roi du Sud dans cette histoire. Il nous faut remonter à 1945 avec le début de la guerre froide. Et ma question sera la même que tout à l'heure. Quel lien pouvons-nous faire en fait entre 1945 et 1989? Qui fait que nous arrivons à cet événement qui se produit en 89, avec la défaite du roi du Sud. Il y a déjà une défaite en 1945 du roi du Sud. Non, je me trompe. En 1945, c'est le roi du Nord qui perd.
Oui, c'est ça. Oui, mais là, on parle d'une, comment dire ça? Là, comme on a bien vu, il nous faut bien diviser, en fait, la prophétie. Là, c'est vrai que c'est une autre ligne, Un autre thème. Voilà. Je ne sais pas que c'est un autre thème, mais on marque une division pour faire une autre ligne. Je ne sais pas si je me fais comprendre, en fait. Pour le début, en 1949, on voit en fait les deux puissances qui montent. Enfin, elles se disputent en fait la place de plus grande puissance, ce qui va conduire à leur guerre et à la défaite de l'une en 89. Voilà. Donc, justement, je l'ai mis en bas. Nous voyons, quand nous partons, nous démarrons toute la ligne en 1945. Nous voyons l'émergence, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous voyons l'émergence de deux grandes puissances, qui sont en fait les États-Unis et l'URSS. D'accord? Et comme tu l'as dit, ces deux grandes puissances vont se battre pour, quelque part, pour le partage, en fait, du monde d'après-guerre. D'accord? Et en fait, cette lutte va être vraiment, va comment dire ça? Va arriver à son émergence. On va arriver à un point de rupture en 1947. Voilà. 1947 va marquer le point de rupture entre ces deux puissances qui, durant la fin de la Seconde Guerre mondiale, étaient des alliés de circonstance pour vaincre en fait l'Allemagne nazie. D'accord? Mais 1947 va vraiment marquer la rupture entre ces deux visions du monde qui s'opposent. Et notamment, ce qui se passe en 1947, c'est que les États-Unis vont énoncer la doctrine de Truman. Cette doctrine de Truman, en fait, qui est appelée aussi politique d'endiguement, va viser à stopper l'extension de la zone d'influence soviétique, mais aussi la mise en place du plan Marshall qui vise à aider financièrement les pays européens pour se reconstruire, aide qui exigeait de se conformer à la politique capitaliste et libérale qui est le modèle économique américain. Donc nous voyons qu'en fait, cette doctrine de Truman a pour but, en fin de compte, quelque part, de mettre en fait les pays européens sous leur sphère d'influence, en les aidant financièrement, mais en exigeant d'eux qu'ils adoptent leur modèle économique et politique. D'accord? Donc, on voit que les Américains, au travers de cette doctrine, essayent d'imposer leur vision du monde. Et en réaction, les Russes, enfin, l'Union soviétique, va riposter en présentant la doctrine de Zhdanov ou le rapport de Zhdanov, qui affirme en fait la division du monde en deux camps adverses, le camp du socialisme qui est celui de la démocratie et de la paix et qui est représenté par l'URSS, et le camp de l'impérialisme qui est celui du fascisme et de la guerre représenté par les États-Unis. Mais aussi en parallèle, ils vont créer, à l'issue de ce rassemblement, ils vont aussi créer ce qu'on appelle le Comintern. Le Comintern qui aura pour but d'unifier les partis communistes de tous les pays et ainsi pouvoir diffuser l'information communiste dans ces pays et influencer la politique de ces pays. Je ne sais pas si vous comprenez, vous avez compris ce qui se passe ici avec ces deux doctrines. Est-ce que je dois reprendre? Est-ce que tu es en train de nous parler de la scission capitaliste-socialisme? Oui, en fait, c'est ça. Ça va marquer cette scission. Ils vont s'opposer avec ces deux visions. Chacun va amener sa doctrine et ça va montrer vraiment qu'il y a une vraie division entre ces deux puissances. Chacun a une vision du monde différente. Et chacun essaie d'influencer un maximum de pays.
selon leur vision. D'accord? Tu aurais 7 minutes. D'accord. Ensuite, ça nous amène à l'année 1948, où nous allons voir le coup de Prague. Il va y avoir deux événements, le coup de Prague et le blocus de Berlin. Le coup de Prague, c'est la prise de contrôle en fait de l'Union du Parti communiste dans la République de la Tchécoslovaquie. Et ça avec le soutien des États-Unis. C'est un coup d'État qui va avoir lieu en Tchécoslovaquie où le Parti communiste va prendre le pouvoir. Et tout cela soutenu par l'URSS. Le blocus de Berlin, ça va être en fait qui est un épisode majeur de la guerre froide, où on va voir en fait que l'Union soviétique va bloquer l'accès des trois puissances occidentales, qui sont les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne, vers Berlin. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, était occupée par ces quatre grandes puissances. Et ici, nous avons Berlin. Et Berlin, on va voir aussi que Berlin était divisé en quatre, par les quatre grandes puissances qui se séparent la ville de Berlin. Mais nous voyons que Berlin se trouve en plein dans la partie de l'URSS. Et l'URSS, ce qu'il va faire, en fait, il va bloquer l'accès de Berlin aux autres alliés. Et ça va marquer aussi vraiment ça va montrer, en fait, une montée au niveau des tensions existantes. D'accord? Donc, nous voyons l'effet, nous vont retracer le principe de cause à effet dans cette histoire, si on revient dans notre ligne. Voilà. Celui-là. Si tu as besoin de 5 minutes encore, prends-les, hein, Jean-Marie. Hein. D'accord. Pour bien conclure, s'il te plaît. OK. Donc l'effet que ça va avoir, c'est pour ce coup d'État et le blocus de Berlin, c'est la création de l'OTAN. La création de l'OTAN est l'alliance entre États occidentaux. Et en fait, cette alliance va être dans le but de s'assurer une défense collective afin de se prémunir contre toute tentative d'expansion de l'Union soviétique. D'accord? Donc l'OTAN va être créée afin de contrer en fait les tentatives d'expansion de l'Union soviétique. Et l'année suivante, il va y avoir une guerre de procuration entre les États-Unis et la Russie, pour ce qu'on appelle la guerre de Corée. En Corée, il va y avoir ce conflit entre le Nord et le Sud. Le Nord qui est communiste et le Sud qui est en fait un mode de vie à l'occidental. D'accord? Il va y avoir ce conflit et on va voir en fait derrière ce conflit se trouvent encore les États-Unis et la Russie. Puis en 1955, en réaction à l'OTAN, l'URSS va créer ce qu'on appelle le pacte de Varsovie, qui va rassembler tous les États du bloc de l'Est. D'accord? Et c'est une alliance politique, économique et militaire afin de faire contrepoids à l'OTAN. Donc voilà, je n'aurai peut-être pas le temps de tout développer, voilà, mais dans le PowerPoint, vous verrez en fait, j'ai relié en fait tous ces événements. Jean-Marie, essaye d'aller au moins jusqu'au bout, Panium, puisque j'ai vu la diapo, mais peut-être en survolant, mais donne-nous le lien pour finir ton point correctement. D'accord. Donc, ce qu'on peut voir, cette escalade des événements,
mais qu'on peut relier entre elles. Et notamment, quand on regarde durant la guerre froide, on va avoir en 61 la construction du mur de Berlin, et on va voir qui se fait en 61, qui va marquer un élément marquant de cette guerre froide entre la Russie et l'URSS et les États-Unis. Nous avons, en 62, nous allons avoir, en 61, j'ai oublié de marquer, mais il y a aussi en fait l'invasion, le débarquement de la baie des Cochons, où à Cuba, les États-Unis vont essayer de prendre Cuba, notamment en envoyant des exilés cubains, en armant des exilés cubains, afin de reprendre le gouvernement de l'île de Cuba. D'accord? Ce qui va entraîner en 62 une crise qui va emmener le monde au bord de la guerre nucléaire, avec la Russie qui en 62 va placer des missiles sur le territoire cubain. Donc des missiles qui vont pouvoir menacer les États-Unis avant se rapprocher du territoire américain afin qu'ils soient à portée de missiles. D'accord? Et nous avons en 79 la guerre d'Afghanistan, qui est aussi une guerre de procuration, tout comme la guerre de Corée, et qui va être une des raisons qui va permettre du défendement du communisme en Europe, avec l'effondrement du bloc de l'Est. D'accord, que nous marquons 89, qui va être le démantèlement, qui marque la chute des régimes communistes. Et tout cela, nous savons que c'est grâce à cette alliance secrète qu'il y a eu entre les États-Unis et le Vatican, qui va produire cet effondrement. Et avec le démantèlement de l'URSS en 91, où les États composant cette union vont devenir indépendants. Donc nous avons retracé un peu cette histoire et nous pouvons voir en fait cette relation de cause à effet qui marque en fait qu'on pouvait retrouver à chaque balise. Voilà. Et après, je voulais aller dans notre histoire et montrer en fait ce conflit roi du Nord qui se poursuit dans notre histoire en relatant ces faits marquants que nous pouvons retrouver à chaque balise qui va nous permettre de voir l'escalade de cette tension et de cette guerre qui se passe entre le roi du Nord et le roi du Sud. En prenant le point de départ que nous avons, l'effondrement du bloc de l'Est. En 91, nous avons le démantèlement de l'URSS. Ce que nous allons voir en 99, c'est l'élection de Poutine, qui va être élu président de la Russie. Mais Poutine, une des choses qui est intéressante, c'est dommage, je ne l'ai pas dans ma diapo. D'accord. Je vais lire une citation, un extrait de magazine, le magazine L'Express du 8 novembre 2017, qui va nous dire en fait le successeur de Boris Eltsine avait déclaré en 2005 que celui qui ne regrette pas la dissolution de l'Union soviétique n'a pas de cœur, ajoutant que celui qui veut ressusciter l'Union soviétique n'a pas de cerveau. Il rejette l'idéologie marxiste, Lénine, et estime que la révolution met en danger la stabilité du pays, précise Michel Elchaninov. Mais il cultive une forme de nostalgie pour l'Empire soviétique et son image de force d'une époque où Moscou tenait tête, comme c'est de nouveau le cas aujourd'hui aux Américains. Donc, cet article nous parle de Poutine et nous montre en fait la nostalgie que Poutine avait de l'URSS. Et notamment le fait que l'URSS tenait tête aux Américains.
Donc, ça montre en fait l'état d'esprit de Poutine. Il va venir, Poutine, il va être élu, mais il a en fait cette nostalgie de l'ancien monde. Et ce qu'il veut, en fait, c'est permettre à la Russie de redevenir un acteur essentiel sur le plan géopolitique, retrouver sa splendeur d'avant. Et c'est pour ça qu'en 1999, l'élection de Poutine est un élément important. D'accord? Et nous allons voir après, en 2001, les États-Unis qui vont expulser, on peut remarquer l'expulsion de diplomates russes des États-Unis, ce qui est en lien avec, pour des raisons d'espionnage. D'accord? Nous avons en 2003 l'invasion de l'Irak par les États-Unis, l'Irak qui est une sphère d'influence de la Russie, et cette invasion va être faite sans le consentement de l'ONU, en fait, notamment de la France, de la Grande-Bretagne, de la Russie. Donc, les États-Unis vont agir de façon arbitraire. J'ai marqué aussi le début de la guerre de Syrie, qui est la guerre de procuration, une guerre de procuration sur le territoire de Syrie entre les États-Unis et la Russie. Et nous avons 2014, là c'est la Russie qui va annexer la Crimée, et ça aussi en violant le droit international. Et on peut voir en fait une relation avec 2003, où les États-Unis ont agi arbitrairement, ce qui va donner droit, ce qui va donner à la Russie, en fait pas le droit, mais en fait ils vont s'arroger le droit de pouvoir annexer la Crimée. D'accord? Puis en 2016, nous avons l'interférence de la Russie dans l'élection présidentielle américaine, en plaçant Trump au pouvoir afin d'avoir une influence, comment dire ça, une certaine influence, comment dire ça, je ne veux pas dire, en tout cas voilà, il va interférer dans cette élection présidentielle, mais les choses ne vont pas se passer forcément comme il l'espérait avec Trump, et il va y avoir une montée de tension, si vous voulez, on peut dire. Et nous avons en 2018 Trump qui va ordonner le retrait des troupes américaines de la Syrie et d'Afghanistan. Donc en fait, voilà, jusqu'à ce qu'on arrive à Rafia, qui est aussi le retrait des troupes américaines. Et en fait, 2018 et 2019 marquent en fait des victoires du roi du Sud, qui est la Russie, dans cette histoire, dans ce conflit qui oppose la Russie aux États-Unis, le roi du Sud contre le roi du Nord. Et nous savons qu'en 2021, nous allons avoir une victoire du roi du Nord, selon notre compréhension prophétique. C'est vrai que je n'ai pas pu vraiment développer, faute de temps, correctement cette étude. Mais en fait, ce que je voulais montrer vraiment dans cette étude, pour terminer, c'est que c'est vraiment de nous amener à comprendre l'importance de ce principe du raisonnement de cause à effet. Et nous avons vu que c'est un principe qui est issu de l'inspiration. Et le fait de raisonner selon ce principe de cause à effet nous permet justement de pouvoir nous garder de faire des erreurs au niveau dans la compréhension et dans l'interprétation des événements externes à travers lesquels Dieu nous enseigne. Il nous enseigne des événements présents et futurs. D'accord? Nous comprenons que l'importance de comprendre les événements externes et d'avoir une bonne compréhension de ces sujets, car une mauvaise méthodologie qui n'est pas basée sur la relation de cause à effet nous amènera à nous placer du mauvais côté de la controverse. Et le fait de raisonner et
cause à effet, c'est aussi en fait, le fait, c'est suivre Christ lui-même. C'est accepter, c'est de pouvoir raisonner, de pouvoir avoir les pensées qui étaient en Christ. Parce que nous serons comme Christ, nous raisonnerons comme lui. Et nous pourrons le suivre parce que nous allons pouvoir comprendre la manière dont il nous conduit. D'accord? Et même si cela peut nous sembler être complètement à l'opposé de tout ce que nous avons appris ou compris, mais le fait de suivre ce raisonnement de principe, de cause à effet, va nous permettre d'avoir en fait une compréhension de la prophétie beaucoup plus juste. Et nous pouvons le voir avec l'exemple, si nous regardons le sujet de l'égalité, ce que nous comprenions auparavant, si on prend le rôle de la femme, le fait qu'auparavant, nous disions que l'homme était le chef de la femme et que la femme devait être soumise à son mari, mais le fait d'avoir compris la question de l'égalité, notamment en raisonnant de cause à effet, quand nous remontons dans l'histoire, ça nous a permis justement de revoir notre façon de penser et de voir que la question de l'égalité était une vérité que Dieu voulait que nous acceptions pour aujourd'hui. D'accord? Je ne sais pas si je me suis fait comprendre, mais en tout cas, le principe de cause à effet a pour but vraiment de changer notre mentalité, de permettre que nous puissions vraiment avoir, de vraiment suivre Christ, avoir les pensées qui étaient en lui, raisonner comme lui il raisonnait, et ainsi mieux le connaître. Voilà. Donc voilà, c'était le sujet que je voulais aborder avec vous. J'espère que vous en tirerez un certain bénéfice. Et voilà. Donc, pour terminer, vu que mon temps est passé, on va terminer par la prière. Père éternel, nous voulons te remercier pour tes bontés, tes largesses que tu manifestes envers nous. Nous voulons te remercier pour ce moment que nous venons de passer autour de ta parole, où tu nous interpelles sur la nécessité aujourd'hui pour nous de raisonner de cause à effet. Car c'est un principe que toi-même tu as établi afin de nous permettre de pouvoir comprendre ton enseignement, de pouvoir nous réformer et nous permettre dans la vérité. Je te prie pour que ce principe puisse être compris de chacun de nous et être appliqué, que tu puisses visiter chacun de ces personnes présentes sur ce plateforme, et puisses-tu bénir le reste de cette journée de sabbat. Dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Amen.